Ici Gianna. Dans le cadre de mes entrevues inspiration, vous savez que je fais toujours des entrevues inspirantes avec des femmes québécoises inspirantes qui ont eu un parcours inspirant, que ce soit par leur expérience personnelle ou professionnelle. Et je les dépose sur ma toute nouvelle chaîne YouTube que je vous invite fortement à vous y abonner afin de recevoir mes vidéos en primeur. Aujourd'hui, j'ai le privilège de faire une entrevue avec une femme inspirante, belle et charmante. Et aussi, pas juste elle qui est charmante et belle, mais son nom, il est tellement charmant, il est tellement mélodieux. Vous allez voir, moi j'ai tombé en amour avec son nom. C'est une journaliste spécialisée en économie. Et surtout, c'est notre lectrice et chef d'antenne de TVA Nouvelles 22h et les fins de semaine. Peut-être que vous avez deviné de qui je parle, alors je fais une entrevue avec Choane Pham. Choane, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Dans le cadre de mes entrevues inspiration afin d'inspirer les femmes à pousser, à aller plus loin. Je vais commencer tout d'abord par des questions qui me donnent, parce que j'ai toujours le goût de savoir comment la personne qui est arrivée, on n'arrive jamais, on a toujours de l'apprentissage à faire, tout ça, mais quand on a réussi dans un domaine ou dans notre rêve ou peu importe, comment tout a commencé? Alors, je vais commencer par ton parcours personnel, donc dès le début, avec tes parents, enfants, adolescents, adultes, jusqu'à l'université ou jusqu'à où est-ce que tu as terminé tes études? C'est bon. Oui, ben en fait, je suis née à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, et très tôt dans ma jeunesse, on a déménagé ici, dans le quartier, donc l'arrondissement Ville d'Anjou, là, c'est pas un secret pour personne, donc l'arrondissement Anjou à Montréal. Et je te dirais que dès mon jeune âge, il y a des personnes dans le milieu journalistique qui m'ont inspirée, mais je n'ai jamais cherché à faire ce métier-là jusqu'au jour où, arrivé au secondaire 3, secondaire 4, il y a toujours le dilemme, est-ce qu'on fait des maths fortes, des sciences enrichies? Et moi, après, je crois que c'était le cours de chimie et de sciences physiques en secondaire 4. J'ai tout de suite su que je ne pourrais pas m'en aller dans les sciences. Okay. Et alors que contrairement à toutes mes autres amies, eux, ils s'en allaient médecine, sciences infirmières, dentiste. Moi, j'avais pas cet esprit scientifique-là, mais j'aimais l'histoire, j'aimais la géographie, j'aimais le français, j'aimais la politique, qui est des sujets super intéressants, mais qui sont quand même peu conventionnels, du moins dans les milieux culturels, où on est plus dans des professions libérales pour devenir avocat, pour devenir comptable, pour devenir... Puis, arrivé au choix de carrière, pour rentrer au cégep, on nous a demandé de consulter un manuel de tous les programmes de cégep et de trouver ce qui pouvait nous intéresser. Et moi, je suis tombée sur un programme qui s'appelle Arts et technologies des médias, qui est au cégep de Jonquière, au Saguenay. Et ça se donnait juste là. C'était un DEC professionnel. Et pour moi, c'est aussi une façon de sortir de la maison, de m'évader du nid familial. Pourquoi? Ben, parce que je trouvais ça un peu étouffant, rester... moi, j'ai été au collège privé. J'ai pas aimé le collège privé. C'était un environnement qui n'était pas fait pour moi. J'avais un cadre familial aussi un peu rigide. Puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour... Tu sais, j'étais pas malheureuse, mais tu sais, des fois, tu veux vivre d'autres choses. Puis là, j'ai dit, ce programme-là. Puis ça vient donné parce que ça a été un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé mes 3 années à Jonquière, qui est au Saguenay. Quoique, quand je me suis inscrite, je ne savais pas vraiment où c'était Jonquière. Dans ma tête, c'était Joliette à 1 heure d'ici. Quand j'ai vu que, ben non, on trouve la carte géographique, maintenant c'est 5 heures. À l'époque, il n'y avait pas Google Maps ou Waze pour te dire
hey, c'est 5 heures. Donc, c'est comme ton souhait, c'est réalisé, tu veux t'évader, donc là, tu vas t'évader. Oui, je me suis évadée et dans un domaine que j'aimais. Que t'aimais. Ouais. Mais donc, t'as su tout de suite que t'aimais ça, vraiment? Ben, je pense que quand on est jeune, on ne sait pas tout le temps ce qu'on aime. On pense qu'on aime certaines choses. On sait ce qu'on n'aime pas. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je suis tellement passionnée sur plein de choses que j'aime beaucoup mon métier, mais si tu me disais, je t'offre la possibilité de devenir procureur, moi j'adore le droit, peut-être je dirais, OK, je vais le faire. Ouais. Tu sais, j'ai beaucoup de champs d'intérêt, mais le journalisme, oui, j'aime ça. Tu sais, j'aime... Ben, j'aime ça pour moi parce que ça me permet, moi, de découvrir plusieurs choses, de parler à différentes personnes qu'autrement, j'aurais jamais accès à ces personnes-là. Mais j'adore aussi être à l'écoute des gens, montrer certaines sensibilités, montrer que la réalité des autres, elle est importante. Donc ça, c'est mon côté un peu plus humaniste, humanitaire, où j'aime que les gens se sentent compris. Est-ce que c'est ton côté humanitaire comme ça ou est-ce que c'est un journaliste, normalement, devrait être comme ça à l'écoute? Ou c'est juste ton côté à toi? Ben, je crois qu'il y a de la place pour tout en journalisme. Il y a du journalisme politique, du journalisme économique, il y a du journaliste santé ou du journalisme social. Tu vois, la tendance ces temps-ci, depuis quelques années, c'est soit un journalisme où le reporter prend parti à un sujet, chose à laquelle je suis pas tout à fait à l'aise parce qu'en tant qu'humain, en tant que journaliste, normalement, on est censé être neutre, mais on est tous humains, je veux dire, on vote, on a des opinions, c'est juste qu'on les démontre pas en tant que journaliste. Mais est-ce qu'on devrait utiliser le journalisme pour faire du militantisme? C'est là où je suis pas tout à fait à l'aise. Même si des fois, je voudrais, mais je me dis que c'est quand même une pente glissante aller dans cette direction-là. Mais oui, c'est sûr. Et dis-moi, quand tu as terminé le cégep, qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que c'est tout de suite sur le marché du travail? Ben, tout de suite en sortant du cégep, j'ai eu un premier emploi et c'était à TVA. Oh! J'ai commencé aux archives de TVA. Ça a été ma première job dans le milieu, mais j'ai aussi continué à l'université. J'ai étudié à l'Université Concordia en sciences politiques. Donc, pendant la première année, j'ai jumelé des études à temps plein et en travaillant aux archives à temps partiel. Par la suite, plein de choses sont arrivées où pas que je me cherchais professionnellement, mais j'avais l'impression que tout était possible. Puis c'est à partir... puis j'ai commencé à explorer diverses choses. J'étais allée faire un stage au Burkina Faso, je suis revenue par la suite comme rédactrice. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses, mais quand on est jeune, dans la jeune... Oui, c'est la jeune vingtaine. Comme tu l'as dit. OK, donc tu as terminé tes études à l'université en sciences politiques? Oui, sciences politiques et économie. Donc, un majeur en politique, mineur en économie. Puis je te dirais que ça a été un défi aussi particulier parce que j'arrivais du cégep de Jonquière où c'est très, très, très francophone. Et j'ai toujours aussi aimé l'aspect anglophone. Donc, je suis allée à l'université Concordia. Mais quand ça fait 3 ans que tu es submergé dans un milieu ultra francophone et là, tout d'un coup, tu tombes dans un milieu totalement anglophone. Là, je suis comme... Mon anglais était bon. Ben, c'est sûr que je parle mieux français qu'anglais, mais mon anglais, à l'époque, était correct. Mais je sentais que j'en avais perdu en allant à Jonquière. Donc, c'est ça. Là, je suis comme, OK, d'accord, lire des livres complets en anglais, ça me prenait beaucoup plus de temps. Oui, tout à fait. Et donc, combien de temps tu as resté aux archives TVA? Écoute, là, tu me ramènes à une longue époque, une époque assez éloignée. Je sais que j'ai fait au moins 1 année complète. Je suis partie, je suis revenue aux archives, mais peut-être qu'au total, j'ai peut-être fait maximum 2 ans. Puis qu'est-ce qui fait de façon décousue. Oui, c'est ça. Je pense la première fois que j'ai quitté, parce que les archives, c'était... oui, tu sais, dans les archives, tu prenais des rubans,
on gardait le meilleur du tournage, on les indexait dans une banque d'archives. Puis, tu sais, oui, il y a un petit peu de travail journalistique, mais j'étais loin de mon profit quand même. Puis, moi, je pense que ça a tout le temps été ma marque de commerce. Si je reste à un endroit, puis je sens que j'apprends plus rien, je veux bouger. Puis ça, c'est un bon point, par exemple. Ah oui, non, tout le temps. Écoute, même présentement, en fait, même dans les dernières années, je pense dans les dernières années, j'ai gardé un emploi 1 an seulement, puis je changeais. Pas parce que j'avais pas de persévérance, mais quand je sais que je plafonne ou que je sais que je me projette pas là à long terme, je bouge. C'est déstabilisant pour plusieurs personnes, mais moi, tu sais, j'ai cette... quitte à être surnuméraire ou à être contractuel, pigiste, je veux dire, OK, je vais accepter mon statut de précarité, mais je vais au moins faire ce que j'aime. C'est ça. Oui. Donc, c'est ça. Pour revenir à ta question, c'est ça, je trouvais que j'avais plafonné. Puis là, quand on m'ouvre pas de porte, ben j'en trouve une autre ailleurs. T'sais. Puis je pense que c'est de bonne guerre. J'ai jamais quitté un emploi de façon fâchée ou de façon amère. Mais... Tu quittais pour aller chercher d'autres choses. Oui, c'est ça. Parce que honnêtement, là, j'ai travaillé, j'ai été embauchée 4 fois à TVA. 4 fois. Puis, faut croire qu'ils m'aiment parce qu'ils m'ont toujours réembauché. Mais ça m'amène à ma question, à savoir qu'est-ce qui a déclenché le fait que... Qui a vu quelque chose en toi qui dit, elle serait vraiment... Parce que là, tu es devenue lectrice de TVA. Et puis, je serais curieuse de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déniché ça ou qui a dit, bon, mais elle a ce talent-là, elle a ces critères-là, elle peut être lectrice. Est-ce que c'est toi qui as fait la demande d'être lectrice? Non, c'est vrai. C'est pas moi qui ai fait la demande pour avoir ce poste-là. J'ai demandé autre chose que je n'ai pas eu. Mais en contrepartie, on m'a offert ça, ce qui m'a un peu déstabilisée, en toute honnêteté. Mais j'avais déjà assumé des rôles de lecture, de chef d'antenne en remplacement à l'époque à RDI, à l'émission Capital Action, à l'époque aussi à Argent, la chaîne spécialisée financière de TVA. Donc j'avais déjà un certain bagage. Mais tu sais, qu'est-ce que les boss ont vu en moi? Faudrait leur demander, tu viendras me revoir après. Mais je veux dire, je traîne quand même un bagage d'expérience. Puis c'est ça. Ouais. Puis quelque part, des fois, tu sais, je suis très consciente que chef d'antenne, tu sais, il y a une partie où tu regardes les compétences, tu regardes si la personne passe à l'écran, tu regardes si la personne connecte avec le public, s'il y a un lien d'affinité qui se crée. Puis, puis il y a aussi des visions d'entreprise. Moi, je ne suis pas dans la tête de la direction de TVA. Là, en tout cas, là, je suis dans ma 2e année. Je vais finir bientôt ma 2e année. En tout cas, jusqu'à présent, on m'a rien reproché. Je touche du bois, mais c'est ça. Donc, mais c'est ça. Je pourrais pas expliquer comment j'en suis arrivée là, mais comme je dis, je traîne quand même beaucoup d'expérience de travail. Mais est-ce que dans ta tête de cette fille-là qui aime toujours les défis, puis aller chercher, elle a ce statut précaire, puis aller chercher d'autres choses tout le temps, est-ce que tu es dans cet état maintenant à dire, bon, je suis lectrice, sûrement qu'à un moment donné, j'ai plus cette flamme et je vais aller chercher autre chose? Est-ce que tu es rendue à l'étape où est-ce que non, c'est juste que, parce que ça peut être lectrice là, ça peut être chef d'antenne ailleurs, ou dans des émissions différentes. Je pense que l'important, peu importe le métier qu'on fait, c'est de se sentir à sa place où on est. Tu sais, des fois, on peut... là, j'ai d'autres exemples en tête de métiers que j'ai occupés, mais tu peux aimer un poste, pas aimer ton équipe. Tu peux aimer ton équipe, mais le poste, tu dis, mon Dieu, je fais du surplace, mais tu restes pour l'équipe. Tu sais, moi, tout est une question d'équilibre tout le temps, puis, mais la notion d'équipe, c'est important. Tu sais, avoir une belle complicité. Je suis capable de travailler avec des gens très exigeants, des gens exubérants, des gens qui sont un peu divas, mais tant qu'il y a un respect et une chimie,
moi, ça me va. J'adore faire du mentorat, j'adore aider des jeunes dans la mesure où le jeune, tu sais, a cette ouverture-là d'apprendre, tu sais. Fait que pour ça, l'équipe, souvent, en fait, l'équipe compte beaucoup pour moi, tu sais. Même une fois, je me souviens, j'ai pris un emploi, puis les 2 seules questions que j'ai posées à l'employeur, c'est « OK, tu m'offres un contrat, pour quelle durée? » Ma seule autre question, à quoi ressemble l'équipe? Je savais déjà pour toi. Oui, c'est important pour moi. Et dis-moi, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as vécu, étant donné que tu étais jeune femme dans ce métier-là, est-ce que tu as senti cette pression quand ta première journée comme lectrice ou quand on t'a fait la demande? Est-ce que tu as senti ce syndrome-là d'imposteur qu'on dit on n'est pas à notre place ou tu étais sur pression? C'est sûr, oui. Oui, j'ai eu un petit syndrome de l'imposteur. Je me suis demandé, tu sais, je me la pose encore. Aujourd'hui, est-ce que j'étais à ma place? Puis à un moment donné, tu sais, ça nous habite tout le temps, mais au final, je me dis tout le temps, est-ce que j'aime ça? Est-ce que ça me ressemble? Ou est-ce que l'émission me ressemble assez pour rester là, même s'il y a toujours des imperfections dans tout. Là. Il y a la job parfaite, tu sais, elle est quand même très rare. Mais oui, tu sais, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis bonne? Est-ce que je réponds au créneau? Tu sais, à quoi ressemble mon public à 22 heures? Tu sais, c'est pas des données que j'ai énormément. Puis quand les gens m'écrivent, souvent je leur demande, vous venez de quelle région? Vous venez d'où? Pour que j'ai une idée. OK, toi, t'es quand même dans la péninsule gaspésienne, puis tu m'écoutes. Fait que là, j'essaie toujours de me mettre à la place de ceux qui m'écoutent, puis je trouve ça important. Puis tu vois, quand TVA a annoncé ma nomination sur ce poste-là, je sais qu'il y a eu des commentaires un peu négligents sur... on était en pleine pandémie, il y avait un certain racisme aussi envers les communautés asiatiques. Honnêtement, moi, ça ne m'a pas touchée parce que je sais que le Québec n'est pas raciste. Il y aura tout le temps des commentaires désobligeants. Mais n'empêche, ça vient quand même te confronter. Oui. Ça vient te confronter. Oui. Et comment ça s'est passé, comme la première journée que tu as lu les nouvelles? Ah, mon Dieu! C'était un gros fardeau. J'ai vraiment beaucoup stressé. Puis on n'avait pas fait de pilote. On n'avait pas... non, on n'avait fait aucun pilote. Là. Ça a vraiment été première journée. Vas-y, en ondes. Mais comme je dis, j'avais quand même de l'expérience sur le direct, j'avais quand même une certaine expérience sur le mode de fonctionnement. Par la suite, comme première journée, j'ai quand même été contente, mais je te dirais que ça m'a pris peut-être 1 an avant de trouver mon X, parce que moi, le vendredi, j'ai une équipe et un mode de fonctionnement, et samedi, dimanche, c'est une autre équipe avec un autre mode de fonctionnement. Donc, quand je suis rentrée en septembre, pour la première fois, toute la saison d'automne, j'étais en mode acclimatation. Ça m'a pris un certain temps pour comprendre, OK, le vendredi, il fonctionne comme ça pour telle raison, le samedi, dimanche, puis là, à la saison d'hiver, une fois que je me suis plus familiarisée avec les équipes, à la saison d'hiver, bon, j'ai plus travaillé sur mon rôle de chef d'antenne. Ça fait un peu bizarre à dire, mais c'est ça. J'ai consacré plus d'énergie sur mon rôle de chef d'antenne. Puis je te dirais que mon X, je l'ai trouvé l'été passé. Donc là, on est en 2023. Donc l'été 2022, je ne sais pas, il y a eu un déclic qui s'est fait où... parce que quand je suis journaliste, je suis sur mon X. Je ne me pose pas 1000 questions. Peu importe le sujet que tu me balances, tu m'envoies en direct. Je connais ma zone de confort. Je sais comment, pas improviser, mais peu importe la situation de stress, je suis capable de gérer. Puis ça m'a pris 1 an comme chef d'antenne pour dire, peu importe ce qui arrive, j'arrive à retrouver ce niveau d'aisance-là où ceci est mon carré de sable, puis je suis capable de
de le protéger. Mais tu sais, c'est drôle, on le ressent. En tout cas, moi, je l'ai ressenti quand, mettons, on t'a vu au début, puis on te voit maintenant. On sent dans ton langage corporel, dans ton visage, on sent cette confiance maintenant, on sent sur ton X, oui. C'est comme on t'a accompagné. En tout cas, de mon côté, moi, j'ai pu remarquer Shoan il y a 1 an ou Shoan il y a maintenant. Ben, parce que tu vois, moi, ma personnalité, parce que j'aime être en ondes ce que je suis réellement dans la vraie vie. Puis dans la vraie vie, j'ai beau être en télévision, je suis une personne réservée. Oui, on le sent là. Je suis une personne très réservée. C'est pas que je suis gênée, mais j'aime mieux laisser la place aux autres que moi de prendre la place. Ça a tout le temps été ça avec ma famille, avec mes amis. Puis la télé fait cet effet-là où tu as l'impression que tu dois avoir une grosse tête, ou tu dois avoir une forte personnalité, mais ça n'a jamais été moi. Puis en communication orale, tu sais, des fois, on apprend à poser notre voix, on apprend à s'exprimer pour que ça reflète qui on est. Puis moi, j'ai toujours eu horreur des gens, ce qu'on dit, ceux qui high pitch. Donc, qui parlent fort, puis qui essaient de te vendre ou te convaincre. Puis là, ils ont donc l'air énergétique, puis que... Mais moi, je sais pas. Non, c'est tellement pas moi. Fait que là, c'est de trouver, bon, comment tu peux être confiante et solide sans tomber là-dedans. Là, c'est ça. Comme je dis, journaliste, j'arrivais à être ça, mais j'arrivais pas à le transposer comme chef d'antenne. Mais c'est ça, il est arrivé un moment, je me souviens très bien, c'était l'été passé, et là, on savait pas à quelle heure on entrait en ondes. Il y avait une émission spéciale sur le tennis où, bref, où il fallait improviser. Puis là, soudainement, quand on me dit, bon, ben, OK, ben allons-y avec le chaos, amène le chaos, moi je suis à l'aise. Puis c'est à partir de ce moment-là où, parce que le 22h est quand même très formaté, hein? C'est un bulletin de 30 minutes, toutes les secondes sont comptées, puis des fois quand tu te trompes dans le 22h, tu sais que bon, si tu ralentis de 5 secondes, tu peux compromettre le prochain item qui va être en ondes, puis là, pupitre, va falloir qu'il fasse des calculs. OK, on coupe. Puis c'est toujours comme ça dans le 22h. OK, on s'alourdit, j'ai 15 secondes à enlever, on enlève la clé. Puis c'est comme ça durant tout le bulletin. Alors que sur RDI ou sur LCN, quand tu es en direct, en continu, c'est pas si problématique. C'est pas le même show, c'est pas les mêmes contraintes, les pauses peuvent être à différents moments. Mais là, c'est ça. Je me souviens, cet été-là, j'ai fait OK, c'est bon. Amenez-en de l'adversité, je gère bien l'adversité. Justement, je voulais te demander comment tu fais face à l'adversité pour développer ta résilience comme leader, comme chef d'antenne. Ben, en fait, je sais pas, c'est vrai que j'ai utilisé le mot adversité, mais je sais pas si c'est le bon terme, mais des fois, tu peux pas tout contrôler. Puis il faut accepter que tu contrôles pas tout. Puis des fois, ça sert à rien d'aller contre le vent. Des fois, il faut que tu te laisses emporter par le vent, même si le vent t'emmène pas dans la direction où tu voudrais. Puis c'est ça un peu. Parce que quand tu essaies de contrôler quelque chose que tu n'as pas le contrôle. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, à un moment donné, il faut... C'est ça, laisser aller. Laisser aller, puis regarde, c'est la vie. C'est la vie. Puis je me dis, puis ultimement, là, je veux dire, le bulletin est important, mais tu sais, en bout de ligne, je me dis, je suis pas en train de faire une chirurgie cardiaque sur quelqu'un. C'est ça. Les médecins, ceux qui sauvent des vies dans les hôpitaux, eux, ils ont le vrai stress. Nous, c'est stressant aussi être en ondes, mais il y a pas, c'est pas des jeux de vie ou de mort. Je me dis, mais ça, c'est comme tellement un bel exemple aussi pour les gens, pour les femmes qui sentent, qui sont pas à la hauteur, qui se sentent stressées, qui peuvent pas aller vers un travail ou un métier qui demande justement de vivre ce stress-là. Donc là, toi, avec le stress que tu avais, tu étais capable de surmonter, puis tu es rendu où est-ce que tu es rendu. Moi, je trouve qu'il y a un super bel exemple aussi pour les femmes. Mais j'ai toujours bien géré le stress, je dirais, dans le sens que
c'est très rare que je vais lever le ton auprès de collègues. C'est très rare que je perde les pédales parce que ça va très mal. C'est vraiment rare. Si c'est arrivé, là, je dois les compter sur les doigts d'une main. Parce que ce n'est pas le comportement Non, parce qu'à un moment donné, si tu n'as pas le contrôle de toi-même, essaie pas d'avoir le contrôle sur les autres. C'est ça. Mais des fois, tu peux te retrouver avec des collègues problématiques, puis faut pas que ces gens-là t'affectent. Tu dois trouver une façon de te faire une bulle, une cage, même si c'est des fois, on a tous des collègues toxiques, là, je pense que ça peut arriver dans tous les milieux. Puis c'est ça, c'est comment ne pas te laisser atteindre ou apprendre du moins à te protéger ou pour pas que cette personne-là te tire vers le bas avec toi. Parce que ça peut nous drainer, là, ça peut nous amener plus bas et on perd l'énergie, on perd le goût aussi de continuer. Tout à fait. Parce que dans l'adversité, faire face à des défis, des enjeux, des niveaux de difficulté, ça va. Tu sais, quand tu me dis je dois faire un miracle avec une soupe, avec tel ingrédient, je vais dire ok, je vais essayer de te faire un miracle avec ces ingrédients-là. Mais quand c'est de l'adversité humaine, je veux dire, les humains sont tellement différents, puis des fois, tu essaies de te positionner dans la tête de quelqu'un d'autre, puis c'est dur. Il y en a que tu arrives à cerner, mais tant que tu comprends pas l'autre, puis que c'est comme une influence négative pour toi. Exactement. C'est ça. Gérer de l'adversité humaine, c'est ça le plus difficile dans la vie. Tout à fait. Et dis-moi, est-ce que dans tout ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a influencé ton parcours? Est-ce que ce soit une personne de ton milieu ou un écrivain ou un journaliste ou quelqu'un que tu t'inspires d'eux? Ben, je te dirais que pour faire le métier que je fais, ceux qui m'ont le plus influencé, c'est quand j'étais jeune. Tu sais, quand je voyais, ben, comme Céline Galipo, Mutsumi Takahashi à CTV, ben, à l'époque c'était CFCF, là, mais tu sais, quand je voyais des femmes d'origine asiatique, tu sais, ça me faisait rêver, je m'identifiais à ces personnes-là. Mais n'empêche, ma préférée, ça demeure Sonia Benezra. Oui. Libanaise, marocaine, je sais, espagnole. Elle n'est pas libanaise, mais je ne sais pas si elle est. Elle, je la voyais à Musique Plus, puis waouh, pour moi, c'était comme un méga rayon de soleil, puis je la trouvais donc rafraîchissante à l'écran. Puis tu sais, c'est ça, ces trois femmes-là ont toujours marqué mon enfance, puis continuent un petit peu à m'animer. Maintenant, présentement, ceux qui m'influencent, c'est sûr que j'ai beaucoup d'admiration pour des collègues, beaucoup de respect. Mais tu sais, qui m'inspire, je sais pas. Pas autant que celles qui m'ont inspiré jeune. C'est ça, parce que elles m'ont fait rêver, alors que ceux que j'apprécie présentement ne font que m'aider à trouver ma voie. Mais je dirais... j'ai envoyé un message récemment. Il y a un boss que j'ai eu qui a plein de défauts, ok? Mais c'est le boss qui oui, m'a ouvert la première porte. Puis je lui ai dit, récemment, j'ai dit, je pense que c'était un de mes boss préférés, avec tout ce que ça implique, parce que tu as aussi des défauts, mais je pense que tu demeures mon boss préféré, peut-être parce que c'est toi qui m'as ouvert la première porte puis tu as toujours cru en moi. Ça pourrait être ça, mais avec du recul, parce que ça fait déjà longtemps qu'il n'est plus mon boss, mais je dis, avec du recul, quand je regarde tous les boss que j'ai eus, je pense que je t'apprécie parce que tu dirigeais avec ton cœur et ton instinct. Fait que c'était clair, qu'on soit pour ou contre ta décision, au moins, ça avait le mérite d'être clair, puis on savait que tu gérais selon ton feeling. C'est ça. Puis là, j'étais chanceuse parce qu'il m'aimait. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que tu sais, il m'a offert beaucoup de chance. Puis, mais c'est ça, comme je dis, comme gestionnaire, tu sais, c'est fun d'avoir un gestionnaire qui n'est pas juste un technocrate. Oui. Tu veux quelqu'un qui
qui prend des risques. Tu veux quelqu'un avec goût, tu as le goût de dire OK, ton projet est débile, mais je vais embarquer avec toi. C'est ça, oui, tu crois en toi. Ouais. Mais moi, j'ai cru toujours que peu importe qui est devant notre chemin, il est là pour une raison, tu sais. Il est là pour nous apprendre quelque chose. Que ce soit notre ennemi ou notre amie, on a sûrement quelque chose à apprendre de chaque personne qu'on voit. Maintenant, dis-moi, au niveau famille, je sais que tu as 4 enfants. Oui. Puis quand j'ai lu, je voyais l'écart 17 puis 5 ans. Ensuite, 10 puis 4, c'est ça? En fait, il y a 12 ans d'écart entre le plus jeune et le plus vieux. 12 ans d'écart. Donc, ça fait 18 ans, 16 ans, 11 ans et le petit 6 ans. 6 ans. Ouais, là, il est en première année, donc 6 ans. OK. Donc, puis comment tu fais, premièrement, comment tu fais pour travailler avec plusieurs générations, les enfants, comment tu gères tout ça avec un 18 ans puis un 5 ans? Parce que je gère bien le chaos. Je vis bien. Ouais, quand je dis qu'il faut pas essayer de tout contrôler dans la vie, ça va aussi avec la vie familiale. Mais je te dirais, honnêtement, j'en rajouterais même un 5e si mon chum le voulait, mais là, il veut pas. Mais non, je trouve que c'est une belle dynamique. C'est sûr que ça crée certains enjeux, parce que des fois, tu veux faire une sortie familiale, puis c'est dur de trouver une activité. Oui, pour les 4. Pour les 4. Mais là, on est allé faire du laser quest récemment, puis ça, c'est toujours gagnant. Oui. Mais tu pars en voyage, automatiquement, c'est 2 chambres d'hôtel, donc tu doubles tout, là. Fait que des fois, c'est sûr, je fais des activités où je sais que les vieux ne seront pas intéressés, donc j'amène juste les plus petits. Puis des fois, je laisse les petits à la maison, j'amène juste les plus vieux. Mais autant que possible, j'essaie de toutes les réunir. Mais non, je trouve ça enrichissant. Puis, tu sais, dans tous les problèmes qu'on peut rencontrer en élevant un enfant, j'y rencontre tous ces problèmes-là et de façon simultanée. Mais ça fait partie de la vie. Puis quand tu vois un qui a tel problème, tu essaies de ne pas le répéter avec l'autre, ou tu éduques un d'une façon, puis tu essaies de ne pas reproduire les mêmes. Oui, c'est ça, tu apprends de... Oui, puis les 4 sont tellement différents. J'ai de la difficulté à croire qu'ils ont tous été élevés par la même mère, tellement qu'ils ont leur personnalité. Mais c'est bien. Ouais. Puis comment tu fais pour concilier travail et famille? Est-ce que c'est dur pour toi? Oui, je veux dire, c'est des sacrifices. Mais comme je dis, tout est une question d'équilibre. Puis, tu vois, le sacrifice que je fais à faire le vendredi, samedi, dimanche soir, je veux dire, c'est 3 soirs où les enfants sont en congé et moi, je suis pas là avec eux. Mais, tu vois, tu sais, le samedi matin, je me lève quand même, je vais au karaté avec le petit. L'autre, je l'amène au basketball en après-midi. C'est sûr, le samedi, dimanche, ça me fait des très longues journées. Mais tu sais, pour le défi que ça m'apporte, être chef d'antenne, tu sais, ça compense. Tu sais, dans la vie, je me dis qu'on peut pas tout avoir, mais tu sais, tant qu'il y a un bon équilibre, est-ce que... Tu sais, là, présentement, je te dirais que c'est plus ma vie sociale qui en prend un coup. Fait que tu sais, oui, je m'amuse au travail. Après, en même temps, j'essaie de protéger ma famille. Fait que je passe beaucoup de temps avec les enfants de façon un peu inhabituelle, parce que le tournoi de basketball, le samedi après-midi, je suis pas là. Si je fais une fête d'enfants, je l'organise le matin. Si c'est l'après-midi, c'est mon chum qui prend la relève. Donc toi, tu vas après-midi à TVA, c'est ça? Je commence à 15h30. Vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Okay. Puis là, comme aujourd'hui, je suis en congé, mardi. Oui, ça nous accorde cette entrevue, là, on est tellement privilégiés. C'est comme on est aujourd'hui, on est mardi, mais c'est comme mon dimanche aujourd'hui. Donc, tu sais, ça me permet de faire plus d'épicerie pour que quand mon chum s'occupe des enfants, tu sais, j'essaie de compenser. Mais je dirais que le sacrifice, présentement, oui, c'est difficile, mais pour l'instant, l'aspect que j'ai accepté de laisser de côté, c'est plus les amis. Je m'excuse. Excuse aux amis. Ils vont comprendre. Est-ce que tu as eu à un moment donné un échec? Mais j'aime pas ça appeler ça échec parce que moi je les appelle des leçons. Mais est-ce que tu as eu quelque chose où ça n'a pas fonctionné, mais que tu as appris une leçon de ça? Si oui, si tu te souviens, quelle est la leçon apprise d'un échec? Parce que souvent, des fois, les femmes ils vont avoir un échec, puis là, à partir du premier échec, on abandonne et là, c'est comme, c'est pas pour nous. Et là, on continue pas dans ce chemin-là.
Est-ce que ça t'est arrivé, toi, de... Ouais, ben souvent on fait, tu sais, des situations de déception régulièrement, je veux dire, régulièrement. Mais je suis une personne, je suis pas du genre à m'apitoyer sur mon sort. Puis je me dis, regarde, c'est pas grave, tu sais, tu manges ton pot de crème glacée, là, puis après... Tu fais ça? Ben, peut-être pas de la crème glacée, mais tu sais, il y a tout Ouais. le temps une période où tu manges tes émotions un petit Ouais, peu, puis après, tu dis, regarde, c'est pas grave. Puis j'ai une bonne capacité à dire, tu sais, parce que dans la vie, je me dis, on est juste en compétition avec soi-même. Tu sais, peu importe ce que les autres te disent, Ouais, ça, c'est vrai. ils t'acceptent pas pour une job, t'as pas été bonne en entrevue, ils t'ont pas pris, ou plein de choses, tu sais, tu veux pas, c'est ta personnalité, ton ego en prend un coup. Mais ultimement, c'est ça. Moi, je sais que je ne suis qu'en compétition avec moi-même. Fait que je me dis, c'est peut-être pas fait pour moi. Ou je me dis, regarde, je vais peut-être être bonne, mais ailleurs. Tu sais, je peux peut-être faire la même chose, mais ailleurs. Puis, mais la plus grosse déception ou le plus gros échec professionnel, parce qu'on reste professionnel, c'est d'avoir accepté un job un peu trop rapidement sans avoir pris bien le temps de comprendre ce que ce job-là était. Puis tu sais, souvent, quand tu prends un nouvel emploi, tu as une période où tu as la lune de miel, tu te dis, wow, c'est fun. Là, après, tu as un petit creux parce que tu sais pas si c'est vraiment ça que tu voulais. Là, après ta période creuse, tu finis par te familiariser. Puis là, rendu au 6e, 7e, 8e mois, tu te dis, OK, j'aime ça, j'aime pas ça. Mais il y a une job où j'ai pas eu de lune de miel. Est-ce que tu as resté longtemps dans cette job-là? Je suis restée un an. Personne qui va quitter. Je suis restée un an parce que je voulais. Tu sais, souvent on dit qu'absolument, dans d'un an, tu sais si tu vas aimer ça. Ouais. Puis moi, je tenais à faire le processus au complet pour me dire, OK, j'ai pas de lune de miel, peut-être ça va venir plus tard. J'ai eu un creux. Est-ce que le creux dure 1 mois, 2 mois, 3 mois? Puis, mais ultimement, je m'en ai voulu parce que j'aurais pu mieux faire mes recherches auprès de gens qui travaillaient déjà dans la boîte pour savoir si j'aimais ça, si j'aurais pu aimer ça ou pas. Finalement, je n'ai pas aimé ce job-là. Puis c'est pas grave, là, j'ai quand même appris des choses, mais je m'en suis voulu de ne pas avoir mieux fait mes recherches. Okay. Ouais. Parce que je m'étais dit, bon, ben elle est là, ça doit être le fun. Lui, il est là, ça va, mais non, peut-être c'est bon pour elle, mais c'est peut-être pas bon pour toi. Oui, oui, tout à fait. Puis au niveau loisirs, je sais que tu n'en as pas trop du temps en ce moment pour t'occuper de toi et tout, mais est-ce que au niveau lecture, au niveau écriture, au niveau sport, est-ce que tu as le temps de prendre soin de toi de cette façon-là? Je n'avais aucun sport. Pas de sport. Bon, là, c'est réglé. Tu ne peux pas trouver plus paresseuse que moi dans le sport. Je fais vraiment rien, mais je suis tout le temps occupée. Oui. Je suis tout le temps en train de courir à des activités. Je bouge tout le temps, c'est ça. Mais, tu sais, j'ai tout le temps... Là, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais j'ai tout le temps des petits projets où, tu sais, comme qui sortent de nulle part, que ça me tient occupée. Ou tu sais, comme, ah, tiens, on m'a demandé de faire telle chose. Ou comme toi, tu me demandes de faire cette entrevue-ci. Je dis oui. Mais des fois, c'est d'autres petits projets. Je fais comme, OK, ouais, je peux l'essayer. Je dis, tu sais, souvent, quand on m'approche pour un projet, si j'arrive à l'insérer dans mon horaire, absolument, je dis oui, parce que je trouve ça me fait voir d'autres choses. Puis j'aime aussi redonner. Donc, si on me demande, peux-tu faire telle affaire pour la cause de la qualité de la langue française? Je dis, OK, ouais, d'accord, OK. Puis, tu aimes ça redonner, c'est ça que... Oui, j'aime redonner, ben, dans des causes qui m'intéressent aussi, mais j'aime redonner. Tu sais, je veux dire, c'est quand même un privilège d'être à l'écran, puis si je peux contribuer à changer le sort, ne serait-ce que d'une, 2, 3 personnes, ou pour une cause, souvent, je veux dire oui. Tu sais, honnêtement, là, si tu me disais que la meilleure chose à faire pour sauver le monde, c'est d'aller creuser un puits dans le désert, probablement que je le ferais. Tu sais, j'ai un fond très humanitaire. Puis d'ailleurs, mon stage à Oxfam Québec au Burkina Faso, ça demeure, tu sais, ça fait quasiment 20 ans. Puis ça demeure l'une des expériences. Ouais. Tu sais, quand tu sais que tu peux faire un changement auprès des gens,
C'est très gratifiant. Puis là, tu vois, avec du recul, là, j'aurais peut-être dû devenir médecin parce que j'aurais sauvé des vies. Mais à l'époque, je le voyais pas, ça. Tu sais, moi, je voyais des sécateurs. Ben, pas des sécateurs, mais je voyais un bistouri, je voyais du sang. J'étais comme, non, c'est pas pour moi. Tu sais, je voyais pas l'humain derrière tout ça. Mais tu sais, avec du recul, je me dis, mon Dieu, peut-être j'aurais dû faire ça. Je serais à Médecins sans frontières, en train de sauver. Parce que tu as ce côté. Oui, j'ai ce côté. Aide humanitaire. Ouais, énormément. Puis, Et ici, là, en ce moment, on est dans la maison où est-ce que tes parents. C'est ça que tu disais tantôt que tu as acheté la maison de tes parents. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans la maison de ton enfance? C'est là que tu as vécu ton enfance. C'est drôle, hein? Puis là, tu as grandi, puis là, c'est tes enfants qui sont là. Ben oui, c'est particulier. Oui, ça doit, hein? Ben c'est particulier, puis en même temps, tu vois, ça a été quand même... ça a beau être ma maison d'enfance, ça a été le compromis familial de couple. Parce que, tu sais, moi, avant d'être ici, j'avais un duplex dans Rosemont, Petite-Patrie, où j'avais une vie un peu plus urbaine. Mais mon conjoint, lui, il vient de la région d'Ottawa. Puis lui, avant, il y avait une maison à Longueuil. C'était vraiment... Fait que là, fallait que je trouve une façon de lui offrir la vie de banlieue, mais sur l'île. Oui. Donc, c'était ça. Donc, ça doit être ma maison d'enfance. C'est comme une maison de compromis pour la vie familiale. Puis, tu vois, j'ai 4 enfants, mais ça demeure petit pareil pour 4 enfants. Mais c'est chaleureux, je trouve. Ah, ça, c'est grâce à mon chum. OK. C'est mon chum qui décore. C'est un photographe, hein, je pense? Oui, réalisateur, caméraman. Okay. Donc, tout ça vient de la Turquie, de son... ça fait un an. Donc, mon chum a beaucoup voyagé, puis c'est lui qui fait la décoration. Je peux tout filmer, là, j'ai rien touché à la décoration. C'est pas moi. Avec ton parcours et tout ce que tu as passé par, est-ce qu'il y a un conseil que tu peux donner à ces femmes-là, ces femmes qui hésitent, qui ne croient pas en elles, qui ont le syndrome de l'imposteur, qui pensent que c'est pas pour elles, que c'est pour les autres, que manque de confiance, manque d'estime, manque d'affirmation. Alors, tout ça, on aimerait peut-être leur donner un coup de pouce ou un conseil. Des fois, on entend un mot, une phrase qui change notre vie. Alors, je vais te demander si tu peux leur offrir quelque chose. Ben, moi, j'avoue, j'ai travaillé pendant de nombreuses années. J'ai plein de bébites dans la tête. J'ai des problèmes de confiance. Écoute, j'en ai là, des charrues complètes. Ouais. Par contre, honnêtement, surtout quand on commence notre carrière, moi, je dirais que, tu sais, suivez votre instinct. Écoutez les conseils qu'on vous donne, mais suivez votre instinct. Tu sais, on est bonne, on est plein de potentiel, on est intelligente. Des fois, la beauté peut même être un obstacle, parce que des fois, c'est bizarre, mais quand tu es jeune, belle, intelligente, des fois, tu arrives dans un milieu de travail, puis des fois, c'est la jalousie des autres femmes qui est le plus gros obstacle. C'est triste à dire, mais je pense que, en tout cas, on le vit moins, mais moi, en tout cas, au début de ma carrière, des fois, je le sentais. Des fois, tu as des mononcles. Tu as beaucoup de mononcles, tu en as encore beaucoup. Puis, je veux dire, je pense qu'il ne faut pas laisser les autres te définir. Dans le sens que, je veux dire, même si tu n'as pas beaucoup d'expérience, prends les conseils et suis ton instinct. Parce qu'on va te fermer des portes, on va t'en ouvrir. Des fois, la porte qu'on t'ouvre, c'est un piège. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Puis, si tu commets une erreur, accepte-la et rebondis. Parce qu'on en fait tous des erreurs. Mais c'est ça, moi je pense que la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de laisser les autres me définir pour me dire qu'est-ce qui devrait être bon pour moi. Puis à un moment donné, quand tu te laisses définir par les autres, tu te perds. Puis là, à un moment donné, tu te retrouves plus. Puis on a beau dire que tu fais un excellent job, mais si c'est pas toi, c'est pas toi. C'est important d'être soi-même. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on se définit par... On laisse les autres nous définir, nous disent... On laisse les autres nous définir, puis aussi, on laisse l'échelon social nous définir. Est-ce que si on t'offre un job de VP,
Tu sais, c'est comme, wow, t'as un job de VP, mais peut-être elle n'est pas faite pour toi, la job de VP. Oui. Peut-être que là où tu performes le mieux, c'est d'être coordonnatrice ou coordonnateur. Puis je dis pas qu'il faut avoir peur de prendre le pouvoir, parce que si elle est là ta place, tu sais, prends-la, saute sur l'occasion. Sauf que ce que j'essaie de dire, c'est que ce qui est bien pour quelqu'un, c'est peut-être pas ce qui est bien pour toi. Écoute-toi si tu te sens pas bien ou quand tu te reconnais plus, passe à autre chose. Ça prend beaucoup aussi de travail sur soi, de connaître son soi. Beaucoup d'introspection, beaucoup d'introspection, beaucoup d'humilité, puis de travailler la confiance pour dire que si ça, c'est pas fait pour toi, c'est peut-être une occasion perdue, mais tu vas la rattraper ultimement ailleurs. Moi, des fois, on prend des décisions que tu penses logiques, des fois, tu prends des décisions trop émotives. L'idéal, c'est sûr, c'est de prendre une décision qui est un mélange des deux, mais j'ai fait des choix, des fois, qui étaient totalement illogiques professionnellement, mais qui m'ont tellement apporté beaucoup au niveau de ma personne. Ça m'a permis de gagner de la confiance, ça m'a permis de mieux m'affirmer, mais professionnellement, c'était suicidaire, mais moi, j'en avais besoin à ce moment-là. Puis, tu sais, je veux dire, chaque parcours est différent, puis il faut accepter les risques des fois. Est-ce que tu es quelqu'un qui prend des décisions basées sur l'émotion, ou est-ce que tu es plus rationnel, ou tu jongles avant de prendre... J'y vais beaucoup par l'instinct. OK. Et puis, il faut que le sentiment m'habite. C'est ça, c'est instinctif, je ne sais pas comment le dire. Comme je dis, des fois, j'ai fait des choix totalement illogiques, mais que j'ai tellement aimé. Puis, c'est ça. Mais, par contre, peu importe la décision qu'on prend, la colère ou la vengeance, ça peut être satisfaisant sur le coup, mais c'est jamais gagnant de prendre une décision basée sur la colère ou la vengeance. Ça va te rattraper plus tard. Ça va toujours te rattraper plus tard. Parce que l'industrie, peu importe l'industrie, c'est un petit milieu, c'est petit le Québec, ça va se savoir. Puis même pour toi, si tu agis sur la colère, ultimement, tu ne prendras peut-être pas la bonne décision pour toi-même. Fait ultimement, tu risques d'être perdant. Donc, voilà. Et dernière question signature que j'appelle. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur Anne qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux, ni sur Facebook, ni sur LinkedIn, ni sur Instagram? Quelque chose qu'on peut savoir sur toi, mais qu'on ne retrouve pas sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses que tu ne retrouveras pas sur les réseaux sociaux parce que je publie pas beaucoup. Puis tout ce que je publie est assez calculé. C'est ça, je suis une personne assez réservée. Il y en a qui étalent leur vie complète sur les réseaux sociaux. Moi, vraiment pas. Puis souvent, sur les réseaux sociaux, soit que j'aime amener une réflexion, soit que j'ai un bon sens d'autodérision. Je trouve que c'est important de rire de soi-même. Ça t'arrive, tu le fais? Ah, tout le temps. Puis c'est pas me dénigrer ou me rabaisser, mais faut savoir. C'est bon de se mettre en mode observation sur nous-mêmes. On observe notre personne, puis l'autodérision, Mais vas-y, pose-moi n'importe quelle question, j'essaie de te répondre que tu ne sais pas de moi, mais il y a beaucoup de choses que je mets pas sur les réseaux sociaux, puis je pense que les gens passent trop de temps sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais alors, ça m'amène à la fin. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter ou à dire, mais moi, de mon côté, je peux dire que j'ai terminé l'entrevue pour le temps qu'on a, en fait. C'est sûr que je peux poser... Non, regarde, merci d'avoir pensé à moi. C'est très gentil. Puis, c'est ça, idéalement, je dirais aux gens, ou les jeunes, peut-être ceux qui commencent, si vous pouvez vous accrocher à une personne, un mentor, ça aide toujours. Puis peut-être le mentor va vous conseiller quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous allez faire l'inverse de ce qu'il va vous dire. Mais des fois, c'est tout le temps bon d'avoir un point d'ancrage, un point de référence pour dire, bon, si lui pense comme ça, comment je devrais me situer? Puis ça ne veut pas dire suivre tout le temps ce qu'il va te dire, mais des fois, c'est bon juste d'avoir quelqu'un qui est comme un baromètre. Oui.
Mais oui, tout ça à aide fait. beaucoup. Mais c'est bon, c'est un bon conseil aussi pour les jeunes. Mm-hmm. Ouais. Mais Joanne, merci beaucoup de cette entrevue. C'était vraiment un plaisir pour moi de faire cette entrevue avec toi. Merci pour ta générosité, pour ta disponibilité. Je sais que tu es occupée, tu as beaucoup de projets, puis tu as accepté de me l'accorder. Un plaisir. Merci.